c'est les livres, les BD coréennes. Donc on a sur un format full couleur comme ça, c'est très très chouette. J'aime beaucoup cette série. Donc en fait on a notre héroïne Arista, qui est la fiancée du fils de l'empereur, et donc qui est vouée à devenir la première impératrice, vu que l'empereur a bien entendu plusieurs concubines, comme on le voit souvent. Et donc elle est vouée à devenir la première femme du futur empereur, parce qu'elle est censée être la femme décrite dans une prophétie, un oracle. Sauf que plus tard, alors qu'ils seront déjà mariés et ainsi de suite, une personne va être invoquée d'un autre monde dans ce monde-ci, et ils vont se rendre compte que c'est elle la vraie fille de l'oracle. L'empereur va tomber amoureux de cette personne, et sa femme, donc Arista, va passer au plan secondaire, alors qu'elle a dévoué toute sa vie à l'empereur depuis qu'elle est petite. On lui a dit tu vas devenir l'impératrice, machin et tout ça. Elle était amoureuse de lui. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est un peu du conditionnement? Je sais pas exactement, mais bon, bref. Et en fait elle va avoir une vie vraiment très très malheureuse, parce que l'empereur n'a Dieu que pour la personne qui a été invoquée, et notre pauvre héroïne est vraiment mise au second plan. La personne invoquée va avoir un enfant avec l'empereur, elle va tomber enceinte, elle va perdre l'enfant, va lui arriver plein de malheurs. Et l'empereur est vraiment exécrable et très méchant avec elle, mais vraiment. Et elle ne peut compter sur personne. Elle va à un moment essayer de se reposer sur son père, mais en fait l'empereur va le faire assassiner pour trahison. Ce qui va faire péter un câble à notre héroïne Arista, qui va vouloir se venger. Enfin, qui va péter un câble et va essayer de tuer l'empereur. Ce qui va amener notre héroïne à se faire décapiter sur la place publique, vu qu'elle a essayé de porter atteinte à l'empereur. Je te spoil pas, en soi c'est les 10 premières pages du premier tome. Et en fait ce qui va se passer, c'est que Arista va avoir le droit à une seconde chance, on va dire, et donc elle va revenir à ses 10 ans. Mais lorsqu'elle se réveille, elle se rappelle de tout ce qui s'est passé ensuite, donc elle comprend pas trop si c'est un mauvais rêve ou quoi. Mais elle a le souvenir de toute cette vie qui s'est passée, et du coup elle va essayer, de par cette seconde chance, de changer son avenir, et donc de ne pas arriver à cette fin horrible qui l'attend, de ne pas se dévouer corps et âme à cet empereur qui ne l'aimera jamais vu qu'elle n'est pas la vraie personne de l'oracle, et ainsi de suite. Et donc on va suivre Arista qui a cette deuxième chance et qui essaye de modifier son avenir. Et donc c'est très très chouette, moi j'aime beaucoup pour le moment. Et donc il y a actuellement 4 tomes de sortie. Voilà. On continue. Avec le tome 14 de Card Captor Sakura Clear Card. 14, qu'est-ce que je raconte? Le tome 13. Le 14 c'est pour dans quelques mois. D'ailleurs je pense que le 14 ou le 15 ça sera la fin de la série. Enfin si j'ai bien compris il reste plus beaucoup de tomes. Donc Clear Card c'est la suite directe de Sakura Card Captor, chasseuse de cartes, qu'on est beaucoup avoir connu dans notre enfance. Et donc c'est vraiment la suite directe, donc on reste dans le même univers avec les mêmes personnages. Il y a des personnages en plus, mais c'est une suite. Donc idéalement il faut avoir lu la première saga, on va dire, pour comprendre qui sont les personnages et ce qu'il en est. J'avais trop hâte de lire ça parce que Sakura est un manga qui me tient à cœur, vu que c'est un manga que j'ai suivi pendant mon enfance et que j'ai vraiment adoré. Donc comme je te l'ai dit, on est sur une suite directe. Donc à la fin des Sakura no Mamo, Xiaolong était rentré chez lui et là il revient au Japon pour retrouver notre héroïne. Et en fait il se passe plein de choses autour d'elle parce que ses cartes vont devenir inactives et il va se passer des événements qui vont faire en sorte qu'elle va créer des nouvelles cartes, mais elle comprend pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'il en est. Et ces cartes sont un peu bizarres parce que le logo de la carte, le symbole, la représentation
représentation lui fait à chaque fois penser à des choses qu'elle connaît. Et donc c'est là que démarre un peu toute l'histoire, c'est ces cartes inactives et elle qui va avoir des événements bizarres et elle va réussir à capturer de nouvelles cartes au travers de ces événements pour les annuler, pour remettre le monde dans son état normal. Et on comprend pas trop pourquoi. Et franchement c'est très chouette, enfin voilà, j'aime bien l'univers de Sakura, donc je ne pouvais être que conquise. Et j'ai vraiment très hâte que la suite sorte, je les attends avec grande impatience à chaque fois. Mais malheureusement ils mettent très longtemps à sortir, je pense qu'ils mettent 5 à 6 mois à sortir. Bon, voilà, pour un manga c'est long. Les dessins sont toujours fidèles à eux-mêmes et très mignons. Et les couvertures de cette saga, je ne sais pas si tu verras bien, mais elles sont vraiment sublimes, très 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 jolies. Donc franchement, j'avais un peu peur au départ, tellement j'avais aimé la première saga, et au final c'est très très chouette. Avant de commencer à les lire, j'ai d'abord lu la saga initiale, ce qui était une bonne chose parce que ça permet vraiment de se rafraîchir un peu tous les événements. Et puis j'ai enchaîné là-dessus et je les ai dévorés. Et donc voilà, je te la recommande franchement si t'as aimé les Sakura de base, c'est très très chouette. Ensuite, j'ai continué avec le tome 7 de Oshinoko, une série vraiment très très sympa qui change de d'habitude. Donc les dessins de cette série sont plutôt sympas, enfin personnellement j'aime beaucoup ce type de dessin. Et donc on est sur une série où on a, comment elle s'appelle encore, je ne sais plus, je pense que c'est Ai, donc c'était une idole au Japon qui était assez renommée et réputée au début de l'histoire. Et en fait il s'avère que bah voilà, ça parle beaucoup du monde des idoles, des chanteurs, des comédiens. Et cette idole, bah comme beaucoup d'idoles, doivent un peu cacher leur vraie vie. Elles ne peuvent pas avoir de copains, elles peuvent pas tomber enceintes, bah voilà, elles doivent être irréprochables, candides et tout ça pour tout ce qui est fan. Et donc on a notre idole principale, donc Ai, qui était vraiment au summum de sa grandeur, qui en fait est tombée enceinte. Bien sûr ça ne doit pas se savoir vu ce que je viens de t'expliquer. Du coup elle va aller dans un hôpital très très loin, très reculé de banlieue pour accoucher en toute discrétion. Elle va accoucher de deux jumeaux qui sont ici. Ils vont grandir auprès de leur idole, ils vont s'épanouir auprès d'elle et ainsi de suite pendant quelques années. Mais en fait je sais pas jusqu'où aller parce que je t'avoue que quand j'ai lu le premier tome, je m'attendais pas du tout à un dénouement pareil. Mais bon, en gros elle va être avec ses enfants qui sont très spéciaux. Et ça si tu le lis, tu découvriras pourquoi ils sont si spéciaux que ça. Et on va suivre donc ces deux enfants au fur et à mesure des années dans leur début, dans leur carrière qui va tourner donc autour du monde des idoles et du cinéma. Et c'est un manga qui va parler de vengeance aussi parce qu'il s'est passé des choses pas forcément très cool, pas du tout, et qui parle énormément du dur monde du show business. Et franchement c'est très très chouette et ça change de ce que j'ai pu lire jusque maintenant, donc vraiment très très cool. Le premier tome, tu t'attends vraiment pas à une fin pareille, mais vraiment pas, franchement je te le conseille, j'ai vraiment bien aimé et je les lis toujours avec grand plaisir. On passe ensuite sur un classique, les One Piece. Donc j'ai
j'ai entrepris de tout relire afin de me remettre à jour. Et je lis saison par saison, et à chaque fois que j'ai fini une saison, je lis d'autres mangas pendant un mois, puis je relis une saison et ainsi de suite, pour pas que lire les One Piece pendant 3 mois. Donc là, je viens de finir la saison Thriller Bark. Très chouette saison, assez marrante, je l'aime beaucoup. C'est un classique, et franchement, les 50 premiers tomes, c'est déjà la 3e fois ou 4e fois que je les relis, et c'est toujours aussi chouette, ça passe très vite et c'est très agréable. Un bon shonen, voilà. Rien à dire, moi j'aime bien. Après chacun ses goûts, mais moi j'aime beaucoup. J'ai ensuite lu le 13e tome de Hanako-kun Toilette Bonne. J'aime beaucoup cette série, les dessins aussi sont très chouettes, voilà, rien à dire, je les aime beaucoup. Et c'est vraiment une série très sympa, je lis toujours les nouveaux tomes avec une grande impatience et une grande motivation. Donc il y a 13 tomes sortis pour le moment et la série est toujours en cours. D'ailleurs pour les Oshinoko Jobiter, il y a 7 tomes sortis et série toujours en cours. Voilà, mini aparté. Donc Hanako-kun Toilette Bonne, c'est très très chouette. En fait on est sur une Koijanisen, enfin une écolière qui s'appelle Néné, qui, enfin c'est Nénès je crois son nom entier, mais on l'appelle Néné, bref, qui est malheureuse en amour, aimerait bien que le garçon de ses rêves l'aime, et elle a entendu que dans les toilettes des filles du Xème étage qui sont abandonnées, il y a un fantôme, un esprit qui réalise les souhaits, donc elle va aller voir le fameux, enfin la fameuse je crois théoriquement, Hanako, qui s'avère être un garçon du coup, pour qu'il réalise son souhait de trouver du bonheur en amour, et elle va être embarquée dans toutes des aventures avec lui. Au final, il va pas vraiment réaliser son souhait, mais lui faire prendre conscience de certaines choses, et elle va se lancer dans une aventure où en fait, dans leur école, il y a 7 mystères qui sont censés garder les frontières entre l'au-delà et le monde réel, mais quelqu'un s'amuse à, on va dire, manipuler les mystères. En fait, chaque mystère a un peu sa petite légende, et des personnes mal intentionnées vont changer les légendes des mystères, les ébruiter dans l'école. Tout le monde commence à parler de ces légendes, et en fait, les légendes qui sont expliquées, si elles remplacent, on va dire, la légende réelle, parce qu'elle est plus racontée que la légende réelle, va influencer sur le comportement des mystères, qui vont un petit peu s'adapter à cette légende pour correspondre à cette légende. Donc on peut avoir un esprit très gentil, sauf que la légende va dire ah ben si tu marches sur la 3e marche du 2e escalier, enfin de l'escalier du 2e étage, et que tu marches dessus, paf, tu disparais et l'esprit t'amène dans son monde et tu n'en sortiras plus jamais. Et du coup on se retrouve avec plein d'étudiants qui disparaissent parce qu'ils marchent sur la 3e marche de l'escalier, enfin voilà, tu vois un petit peu l'idée. Du coup Nénès, accompagnée de Hanako, vont quand un des mystères, un des esprits pète un câble, on va dire, vont arranger les choses en fait, et donc aller trouver cet esprit et remodifier la légende pour qu'elle redevienne positive ou dans son état d'origine, et aussi détruire le centre des pouvoirs de cet esprit là pour le calmer à un bon coup et le faire devenir inoffensif et sauver donc les élèves qui auraient pu être capturés ou ainsi de suite. Et donc ils vont passer de mystère en mystère de l'école, et donc on est dans, voilà, un roman, enfin un manga où il y a un peu d'aventure et tout ça, et du mystère, c'est le cas de le dire, pour savoir qui change les légendes et pourquoi est-ce qu'il les modifie. C'est très chouette, les personnages sont très attachants et assez marrants, enfin moi j'aime beaucoup, c'est très très chouette, et j'ai vraiment hâte à chaque tome de lire la suite. Bon, j'espère que mes pseudo-résumés seront pas mal, hein, parce que je suis pas forcément la meilleure. Et j'essaye de pas trop te spoiler, j'espère. Ensuite, j'ai lu le tome 11 des
enlevés par des brigands et revendent à la cour intérieure afin de devenir la servante des concubines de l'empereur. Donc l'empereur a son impératrice principale et toute une flopée de concubines qui vivent donc dans la cour intérieure où il ne peut pas y avoir d'hommes ou alors juste des hommes eunuques. Et le reste est constitué de femmes, de servantes qui s'occupent des besoins des différentes concubines. Et donc on a Mao Mao qui est une servante un peu particulière parce qu'elle a énormément de notions d'apothicaire, elle connaît très bien les poisons, elle a aussi immunisé énormément de poisons vu qu'elle a fait beaucoup de tests sur elle pour dégoter des nouveaux remèdes et ainsi de suite. Et du coup au fur et à mesure de l'histoire, ses capacités vont être utilisées parce qu'elle va être amenée à résoudre des mystères. Certaines personnes du palais impérial vont bien se rendre compte de ses capacités de déduction. Et donc quand ils vont avoir certains mystères ou des crimes ou ainsi de suite dont ils n'arrivent pas à trouver la raison logique, ils vont faire appel à Mao Mao qui par son sens de la déduction va résoudre ce mystère. Donc en fait on est un peu dans un Sherlock Holmes on va dire là. Il y a un problème, il l'appelle et elle va faire un peu de déduction, trouver des indices et résoudre le mystère. Et c'est très très chouette, franchement je te recommande cette série. Donc c'est un seinen et vraiment très très bon. Les dessins sont plutôt sympas. Franchement j'aime beaucoup et j'attends toujours la suite avec grande impatience. Donc série en 11 tomes, toujours en cours. Ensuite j'ai lu Légende vivante, le tome 8, donc série toujours en cours également. Là on est plus sur un shonen aventure on va dire. Donc on a notre héros Luke qui se fait appeler Locke. Ou c'est l'inverse, Locke qui se fait appeler Luke. Non c'est Luke qui se fait appeler Locke. Donc on a notre héros Luke qui se fait appeler Locke. Donc en fait tout au début Luke faisait partie d'un groupe d'aventuriers et donc était le magicien de ce groupe. Et ils vont un jour faire une quête dans laquelle ils doivent se battre contre le roi des démons afin d'empêcher le roi des démons de venir de son univers parallèle vers la Terre. Luke va se battre contre lui et demander à ses compagnons de ressortir du monde parallèle pour retourner dans le monde humain et sceller l'entrée afin d'empêcher le roi des démons d'en sortir. Luke va mener un combat assez sang contre le roi des démons et va finir par le battre. C'est un mage très 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 puissant. Sauf que quand il va revenir dans le monde des humains, il ne va plus vraiment reconnaître la ville dans laquelle il arrive. Et en fait, il va se rendre compte que le temps ne passe pas de la même manière dans le monde parallèle où il a combattu le roi des démons et le monde des humains. Et du coup, en fait, il s'est passé, je pense, une dizaine d'années. Luke est devenu une légende en étant le sauveur de la Terre. Il a une statue à son effigie et ainsi de suite. Et tout le monde pense qu'il est mort. Sauf que notre héros est bien vivant. Et quand il va revenir, les gens du village qui ne le connaissaient pas forcément avant son départ ne vont pas savoir que c'est lui. Il va réussir à retrouver ses compagnons d'aventure qui vont tout de suite le reconnaître et qui sont devenus des personnes importantes dans cette ville.
bah, il y avait le résumé. Donc après avoir combattu le roi des démons et sa horde infernale pendant 10 ans dans une faille interdimensionnelle, Luc est de retour en ville. Le mage ne sait pas qu'il est devenu une légende entre-temps, d'où le nom légende vivante. Lors d'une mission d'extermination de gobelins, Luc rencontre Kate, un dragon mythique. Il lui propose alors son aide pour tuer les gobelins. Franchement, c'est très chouette, et ça c'est marrant. J'ai lu ensuite le premier tome de Akuma to Love Song. Donc les dessins sont plutôt cool. Qu'il s'agit d'un shoujo en 13 tomes finis. C'est une ancienne série qui est en arrêt de commercialisation. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Une nouvelle élève qui a été renvoyée de la prestigieuse école Sainte Catolia arrive au lycée de Totsuka. Elle s'appelle Maria Kawai. Elle est si jolie, mais elle possède un sixième sens qui l'amène à voir les véritables intentions des personnes qui l'entourent. Sa franchise lui attire des ennuis dans sa nouvelle classe et elle se fait harceler par les élèves. Mais Maria n'est pas décidée à se laisser faire et elle n'est pas la seule. J'ai les 6 premiers tomes. Comme je t'ai dit tout un temps, j'arrêtais un peu de lire certaines de mes séries et là je reprends la lecture de toute ma bibliothèque et je relis un peu tout pour voir si les séries me plaisent toujours ou pas et faire du tri. Et notamment pour les vieilles séries, voir si je tente de trouver les collections complètes ou si je les revends tout simplement. Donc j'ai lu le premier tome. On a Maria qui a été renvoyée de son ancien lycée, une école catholique, et qui arrive dans un lycée classique. Sauf que Maria dit toujours les choses franchement. Si quelqu'un est gentil, mais elle sent que c'est juste pas pour se faire bien voir, être sympa, elle lui dit bah écoute, ça sert à rien d'être gentil avec moi si c'est juste pour ça. Te prends pas la tête en fait et laisse-moi tranquille. Donc en soi, ce qu'elle dit n'est pas méchant. Elle veut juste pas que les autres fassent semblant pour rien. En gros, ça sert à rien et sois sincère. Et si être sincère, c'est pas me parler, bah me parle pas. Enfin voilà, c'est un peu ça la philosophie. Sauf que du coup, bah les gens sont beaucoup, de manière générale, dans le paraître, à vouloir être gentil et bien et tout ça devant les autres. Et du coup, beaucoup de gens vont être choqués par son comportement en mode bah pour qui elle se prend celle-là. Alors que l'intention de Maria n'est pas forcément de blesser, c'est juste que les gens se forcent pas à faire des choses qu'ils n'ont pas envie en fait. Mais c'est maladroit comme manière de faire et du coup elle va finir par se mettre 95% de sa classe ado plus son prof qui vont finir par la harceler et être vraiment pas cool avec. Je vais pas continuer la série, je vais la revendre parce que je trouve ça mais tellement énervant. Enfin, les autres étudiants vont vraiment être ignobles avec elle, lui faire des sales coups. Je sais que ça va s'améliorer dans le temps. Je crois qu'au tome 5, elle finit par s'entendre avec une bonne partie de la classe et ça s'améliore. Mais dans les 2 premiers tomes, ils font que s'acharner sur elle. À un moment, bah, laissez les gens tranquilles, quoi. J'aime pas du tout ce type de comportement. Je vois pas ce que t'as à gagner à être méchant avec les gens. Et du coup, je trouve ça énervant. Et au fond, Maria est pas non plus très top. Alors oui, elle dit les vérités, mais... enfin... il y a des fois tu te dis mais pourquoi t'as dit ça en fait, ça sert à rien de le dire à part juste attirer la haine des autres, peut-être toi aussi en fait parfois, enfin voilà, je sais pas, je n'accroche pas et il y a d'autres personnages qui voulaient venir en aide mais il n'y a pas toujours une logique, genre je sais qu'il y a un des gars de la classe qui s'immisce pas trop dans les histoires, bah, il va un peu s'occuper d'elle et bah, j'ai lu que le début mais tu vois vraiment ok ça va, le gars il va tomber amoureux d'elle, nanana, enfin voilà, il y a des trucs qui tu le sens venir à l'avance, je sais pas, j'accroche pas. J'avais envie, mais je me dis, parce que ça se trouve c'est très chouette dans son ensemble, mais je sais que comme c'est une vieille série, je vais avoir parfois du mal à trouver des tomes, ou alors les payer très très cher, et voilà, j'ai pas envie de m'investir plus dans cette série, je préfère la revendre et passer à d'autres séries que je peux retrouver encore actuellement et avoir plus facile à me procurer. Voilà. Après, si tu les as lus, n'hésite pas à me donner ton avis. Je les ai pas encore vendus. Si ça se trouve, tu vas me dire que c'est un truc de ouf et que ça va devenir génial après, tu vois. Mais là, ouais, le premier tome m'a un peu énervé. Le deuxième encore un peu. Puis j'ai feuilleté la suite et je me suis dit, ok, ça part mal. Et comme je sais que ça va pas être facile à trouver, autant arrêter direct. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 2
saison 1 est sortie sur Netflix et c'est vraiment très très chouette. C'est pour le moment en tout cas très léger et très comique. Franchement, ça me fait trop rire. Et je trouve que c'est encore plus fun en animé qu'en livre parce que c'est... Enfin franchement c'est super chouette et le voir est plus drôle que le lire je trouve. Mais j'aime quand même bien les mangas. J'ai d'abord regardé la saison 1 sur Netflix et j'ai adoré. Donc j'ai décidé d'acheter les livres. Donc il y a 11 tomes sortis maintenant, c'est encore en cours et pour l'instant je n'ai que le 1 et le 2. Les dessins sont comme ceci. Ne sous-estimez jamais un homme au foyer. Tatsu l'immortel était le plus terrible des Yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font tête dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer accompli. On va vous suivre Tatsu qui est un ancien Yakuza très renommé, qui était vraiment hyper balèze, qui a donc arrêté cette activité pour devenir homme au foyer. Il a une femme, il s'en occupe très bien, il cuisine des bons petits plats qu'il prend en photo pour mettre sur Instagram, il nettoie sa maison impeccable et tout, donc voilà. Sauf que dans les faits, il a toujours une tête qui crie « Je suis un Yakuza, je vais vous tuer ». Et du coup, chaque chapitre est une mini-histoire. Allez, l'histoire de fond se suit, mais chaque petit chapitre peut se lire, on va dire, individuellement. Et c'est à chaque fois une mini-histoire dans laquelle on voit Tatsu dans ses activités de tous les jours. Mais ça part, allez, ça tourne toujours en cacahuète dans le sens où, de par son passif Yakuza, tout le monde le prend pour un méchant, alors que c'est pas du tout le cas à l'instant T. Par exemple, un épisode, il cultive des plantes sur son balcon, donc des aromates, basilic et autres, et il en est super fier. Et il va aller en donner à un de ses amis qui prend sa petite mallette en métal comme ça, dans laquelle il vient mettre son petit sachet de basilic. Et il s'en va avec sa mallette sur son vélo. Et là, il y a des flics qui étaient avec des jumelles en train de repérer. Ouais, là, c'est Tatsu qui habite l'immortel. C'est un brigand. Regarde, il cultive certainement des stupéfiants. Et donc la police le suit en mode n'intervient pas tant qu'on n'a pas de preuves. Hein. Et ils le suivent, ils le suivent. Et en fait, ils vont finir par retrouver Tatsu qui est rentré genre dans une boulangerie où ils font l'anniversaire surprise de la patronne. Où ils sont là avec des petits chapeaux d'anniversaire, ils mangent un gâteau. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on fait l'anniversaire et tout. Mais tu as de la drogue. Et puis il ouvre la mallette en mode c'est du basilic. Et c'est à chaque fois des petites scènes comme ça en mode il se passe un truc, il y a un truc normal. De par le fait que ce soit Tatsu, ça part en cacahuète. Et on croit que c'est un trafic, un tueur ou je ne sais pas. Et puis t'as une chute en mode non c'est juste ça. Et c'est super fun, franchement c'est très très fun pour le moment. Si tu veux une lecture légère qui fasse bien rire, je te le recommande. The Quintessential Quintuplet. Je l'ai lu parce que c'est compliqué à dire. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2. C'est une série finie en 14 tomes et là j'ai acheté la nouvelle édition qui est l'édition couleur. Et là actuellement il y en a 7 en cours. C'est vraiment un manga tout en couleur. C'est assez rare et du coup ça m'a interpellée. Je te lis le résumé. Galère puissance 5. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve. Professeur particulier dans une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir garder, mais bien des quintuplés. Aussi belle que Crank à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano.
pris ce prof particulier pour les aider à réussir. Sauf qu'en fait, elles sont pas du tout motivées à réussir. Je pense qu'il y en a une qui veut bien, mais les autres renvoient et balader le garçon chez lui. Elles veulent juste rester entre elles et vivre leur vie, point. Elles s'en foutent un petit peu des études et voilà, elles sont pas du tout ouvertes. Et donc Futaro va devoir un peu apprendre à les connaître pour trouver qu'est-ce qui les motive. Par exemple, il y en a une, je sais qu'il va découvrir qu'elle aime beaucoup l'histoire, et donc en lui parlant d'histoire, il va réussir à captiver son attention, gagner sa confiance, et après ça, elle va se rendre compte que c'est quelqu'un de bien et accepter de l'écouter pour étudier avec lui. Donc, il va un peu devoir travailler là-dessus avec chacune des filles pour essayer de gagner leur confiance à chacune et pouvoir avancer dans l'apprentissage. Alors, clairement, on va pas se mentir, c'est un shonen harem. Le gars, il est entouré de 5 belles filles qui, c'est couru d'avance, vont toutes tomber amoureuses de lui. Et tu sais qu'il finit avec une des 5 filles parce que, première page du manga, bah tu vois qu'il se marie avec une des 5 filles et le texte c'est un peu « Te souviens-tu du jour de notre rencontre ?» Et ce jour-là, c'est le jour où il a commencé à donner cours aux 5 filles. Voilà. Donc en gros, tu sais qu'il va traîner avec les 5 filles, qu'elles vont probablement toutes tomber amoureuses de lui. Mais à la fin, bah il n'y en aura plus qu'une a priori. Voilà. Donc voilà un peu le speech. J'ai vraiment acheté ça parce que c'est en couleur, qu'on a des héroïnes rousses. Je trouvais ça trop cool. J'avais envie d'essayer et au départ j'étais pas du tout convaincue. Je me dis encore un truc de harem, je vais abandonner. Et finalement j'ai quand même bien aimé, donc j'ai acheté le tome 2. Et j'achèterai le tome 3 pour continuer. Voilà. J'ai ensuite commencé à lire les Spy Family. Spy X Family. Donc tome 1, tome 2 et tome 3. Donc je sais pas si tu les connais, mais j'ai regardé la première saison sur Wakanim. Et c'est vraiment très très chouette. Un peu comme un peu comme La Voix du Tablier, je trouve ça même plus chouette en animé parce que c'est plus marrant, l'humour est plus mis en avant et certaines scènes qui passent très vite dans le manga sont un peu plus longues mais bien dosées dans le dessin animé, enfin l'animé. J'ai commencé à les lire parce que forcément ils sont beaucoup plus loin en manga et c'est très chouette aussi en manga franchement. Il y a 10 tomes sortis pour le moment et la série est toujours en cours. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter que celle-ci est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Donc on a Twilight espion alias Lloyd Forger, le père de la famille, Anya la petite fille et Yor la maman. Dans cette série, on a deux nations, l'Est et l'Ouest, qui sont en paix, mais il y a pas mal de friction et de tension et on a peur qu'une guerre éclate. Et donc en fait, comme la paix est menacée, on a Twilight donc, qui est le meilleur espion de Westalia, qui va avoir une mission, l'opération Styx, c'est ça, ou Strix, je ne sais plus. L'opération Strix, dans laquelle en fait il doit se rapprocher d'un haut dirigeant de l'autre nation pour empêcher une guerre. Sauf que cette personne est totalement inaccessible. Les seuls événements publics où cette personne se montre, c'est aux événements de l'école de ses enfants, qui est une école très réputée. Du coup le plan c'est que donc Twilight alias Lloyd Forger doit se créer une famille de toutes pièces avec un enfant et une femme pour faire entrer cet enfant dans cette école afin que Lloyd puisse se rapprocher de cet homme politique de par les soirées organisées par l'école. Pour ce faire, il va donc adopter Anya qui a des pouvoirs spéciaux que personne
personne ne sait. Elle est télépathe, mais elle le cache parce que ça lui a déjà apporté énormément d'ennuis dans sa vie et qu'elle a été abandonnée énormément de fois. Donc il va adopter Anya qui est fan des espions et qui va donc savoir que son père d'adoption est un espion. Il va savoir pour la mission et elle va mettre tout son cœur pour essayer d'aider son père dans cette mission, même si voilà, du haut de ses 6 ans je pense, c'est pas toujours efficace ce qu'elle fait, mais c'est très mignon. Et il va épouser Yord qui s'avère être une tueuse à gages professionnelle. Chacun y trouve son compte et ils vont donc former cette petite famille très atypique où en fait ils sont super mignons, ils sont tous super gentils, mais tout le monde se ment au final parce qu'Anya ne veut pas qu'on sache qu'elle est télépathe, Lloyd ne veut pas qu'on sache qu'il est espion et Yor ne veut pas qu'on sache qu'elle est tueuse à gages et ils vont chacun s'aider en fonction des situations mais sans savoir que l'autre fait ça et ainsi de suite. C'est très cocasse et il y a énormément de situations super cocasses et super comiques qui se passent. Dans l'ensemble c'est vraiment sympa, c'est assez bonne humeur et léger, mais je pense qu'il y a un fond plus dark. Le passé de Lloyd n'a pas l'air forcément évident par rapport à la guerre et tout ça je pense, donc franchement j'aime beaucoup. Pour l'instant c'est quand même assez cute dans l'ensemble on va dire, très très chouette, bonne humeur, bonne vibe et tout ça, franchement je recommande. Ensuite j'ai lu cette série en 2 tomes, enfin 2 tomes pour le moment, elle est toujours en cours, c'est Apparently Disillusioned Adventurer. Donc à nouveau les dessins sont plutôt cool. Et l'histoire nous dit: alors qu'il faisait partie d'un groupe d'aventuriers vétérans, Nick se fait bannir par Algus, le leader, qu'il considérait comme son père. Au fond du trou, Nick se retrouve à partager sa table avec une noble déchue, un prêtre défroqué et une guerrière dragonne. Et tous les 4 semblent étonnamment être sur la même longueur d'onde. Ainsi commence une épopée d'un groupe un petit peu étrange, composé de 4 aventuriers ayant perdu foi en l'humanité. Donc en fait, le personnage principal, Nick, s'est fait jeter de son groupe pour diverses raisons, alors que c'était pas forcément justifié et que c'était une bonne personne quoi, qui faisait des bonnes choses. Du coup il est dégoûté parce qu'il a mis tout son corps et tout son cœur et son âme dans son groupe qu'il a finalement jarté. Et il se retrouve dans une taverne où il est déprimé avec ça, il va boire un verre et il va rencontrer 3 autres personnes qui ont eu aussi chacun des malheurs. Un prêtre s'est fait, je sais pas si on peut dire excommunier, mais voilà, il s'est fait sortir des ordres. On a une noble qui s'est fait renier par sa famille, son fiancé est parti avec quelqu'un d'autre. Et on a une guerrière dragonne super badass qui s'est fait laisser pour morte par ses anciens compagnons d'aventure dans lesquels elle avait toute confiance. Donc ils ont plus confiance en personne et en fait ils vont se retrouver par la force des choses à la même table et ils vont comprendre le passif de chacun. Ils vont se dire mais purée, en fait on est tous les 4 dans le même truc, faisons aventure ensemble, faisons équipe, parce qu'on sait tous les 4 qu'on peut plus avoir confiance dans les autres, donc on est tous les 4 dans la même optique on va dire. Et donc ils vont créer ce groupe un peu atypique qui au final va assez bien fonctionner et ils vont partir à l'aventure dans des donjons et ainsi de suite. Et franchement c'est plutôt sympa, très chouette pour le moment. Voilà, pour l'instant il n'y a que 2 tomes sortis, j'ai hâte que la suite sorte pour pouvoir les lire. Et les couvertures sont trop cool je trouve. J'ai lu les 2 premiers tomes de Sorcières d'un autre monde. Donc voici pour les dessins. La série est toujours en cours et a 2 tomes sortis pour le moment. C'est le jour où elle atteint ses 18 ans pour la seconde fois, alors qu'elle s'était enfin décidée à quitter sa chambre pour retrouver le monde extérieur. Sena Shirai est victime d'un accident de la route. À sa grande surprise, la lycéenne se réincarne dans un univers où la magie est une notion commune. Elle-même utilisatrice, elle ne possède que 2 sorts assez obscurs, explosion et extinction. Crainte par son entourage qui la considère comme une sorcière, Sena vit recluse et solitaire dans la forêt de Rootfar
et à nouveau va en fait se retrouver recluse, à vivre à part de la société, jusqu'à ses 18 ans, où là quelqu'un va venir à elle et la faire sortir de son monde, enfin de sa maison, et lui faire découvrir le monde extérieur. Et en fait on va apprendre un petit peu au fur et à mesure que sa magie est assez particulière et qu'elle pourrait bien être un personnage très important alors qu'elle ne le savait pas. Pour elle sa magie servait pas à grand chose et elle était nulle entre guillemets, mais en fait peut-être pas tant que ça. Alors pour l'instant la série je suis un peu mitigée, c'est sympa mais sans plus. J'attends de voir le prochain tome encore pour voir ce qu'il en est, si je continue ou pas. C'est pas mal mais je sais pas trop, il manque peut-être un petit quelque chose à voir. Après je prendrai quand même le tome suivant parce que je suis quand même un peu curieuse et ça m'interpelle, donc on verra. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis. D'ailleurs si tu as lu une des séries ici ou si tu as d'autres séries à me conseiller, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Promis, on arrive bientôt à la fin, il ne me reste plus que 3 séries à te présenter. Alors j'ai lu les tomes 9, 2 à 10 de Yona, la princesse de l'aube. Donc Yona, princesse de l'aube, il y a 38 tomes et la série est toujours en cours. Et c'est un shoujo mais qui fait, contrairement à beaucoup de shoujo, qui fait très aventure comme ça, un peu shonen mais version fille quoi, j'ai envie de dire. Un petit peu harem aussi sous les bords mais version fille. Mais franchement c'est très très chouette. L'amour n'est pas mis au centre de l'histoire, c'est plus l'aventure. Donc le jour de son 16e anniversaire, le destin de Yona, princesse du royaume de Koka, bascule lorsque son cousin Sonuo, élu de son cœur, tue son père de ses propres mains. Fouillant le château, elle va apaiser les blessures de son cœur grâce à Fuga, la ville natale de Hank. Mais le répit est de courte durée. La ville devient très vite la cible de la tribu du feu qui s'est ralliée à Sonuo. Yona va-t-elle laisser ses amis de la tribu du vent souffrir ainsi? En fait, on a le royaume de Koka qui est divisé en 4 nations. Ça fait un peu Avatar. Mais t'as la nation du feu, de la terre, la nation du vent et la dernière, je me rappelle plus trop, mais j'imagine que c'est la nation de l'eau. Et on a le palais impérial où on a Yona qui est donc la princesse du palais. Son père est un roi qui était contre les guerres et c'est un roi vu par les gens de manière assez mou, on va dire. Et en fait elle vit donc avec Ak, son garde du corps, qui est aussi un de ses amis d'enfance, et elle a son cousin qui était un très bon ami d'enfance d'elle et dont elle était amoureuse, qui va donc venir leur rendre visite pour le 16e anniversaire de Yona. Sauf qu'il s'avère qu'il va faire un attentat contre le roi pour prendre le royaume, et donc il va tuer l'empereur, donc le père de Yona, et il va tenter d'atteindre la vie de Yona qui va réussir à s'enfuir grâce à Hawk. Sauf que elle va passer pour morte ou en tout cas disparue, et du coup il va aller voir les 4 tribus pour accéder au trône vu qu'il n'y a plus de descendant direct de l'empereur décédé malheureusement par des brigands, on ne sait pas qui bien sûr. Et du coup comme c'est le parent le plus proche encore vivant, il va proposer de prendre la place sur le trône et il va l'avoir. Et donc on va suivre Yona qui va en fait énormément se développer comme personnage. Donc au départ elle se sent en fait impuissante par tout ce qui s'est passé et elle va petit à petit se développer, mûrir énormément et vouloir pas forcément reprendre sa place sur le trône mais en tout cas survivre déjà. Et elle va voyager à travers tout le royaume de Koka et se rend compte que le peuple n'est pas si heureux que ça, qu'il y a plein de problèmes dans ce royaume qui était dirigé par son père, et donc elle va vouloir venir en aide à ce peuple, et donc elle va beaucoup se développer parce qu'elle va vouloir apprendre à se battre pour ne plus être impuissante et devenir une femme forte. Et elle va aussi essayer de comprendre ce peuple, essayer d'arranger ses conditions et ainsi de suite pour devenir en fait pour réparer ce que son père n'a pas su faire du temps de son règne. Donc j'imagine à terme récupérer le trône et peut-être venger entre
c'est que c'est la princesse. Mais voilà, c'est pas très clair je pense, mais c'est vraiment très très chouette. Il y a eu de la trahison, il y a du développement personnel de fou. Une personne qui veut apprendre à pouvoir s'en sortir seule, même si elle sait qu'elle peut compter sur ses compagnons de voyage, elle veut aussi apprendre à pouvoir elle les protéger et ne pas les mettre en danger pour qu'eux la protègent. Franchement c'est très très chouette et j'accroche très, très fort à la série. Les dessins sont comme ceci. Tic, 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 tic. C'est un shoujo qui est assez populaire et que beaucoup de personnes aiment, mais je n'avais jamais lu la série et je ne regrette pas. J'ai trop envie d'acheter les 28 tomes qui me manquent d'un coup, mais j'y vais petit à petit quand même. On va être raisonnable, mais voilà, vraiment très bon shoujo, je te le conseille. J'ai commencé mon colloque d'enfer, donc les 4 premiers tomes. C'est une série finie en 11 tomes. Et là on part sur un shoujo pur et dur, traditionnel. Suite au mouvement Libérez les faux shoujo qui a tourné tout un temps sur les réseaux sociaux, j'ai découvert notamment les princesses Yona et aussi mon colloque d'enfer que j'aime beaucoup. Les dessins sont comme ceci, donc très shoujo. Colocataire pour le meilleur et pour le pire. Comme ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère malade, Miko rejoint une colocation dans une grande maison dont son oncle est le propriétaire. Cette lycéenne va devoir s'assumer loin du cocon familial, au milieu de 5 colocataires adultes, pour les moins singuliers. Parmi eux, Jun Matsunaga, designer freelance, aime à travailler depuis le salon du canapé de la maison. Depuis le canapé du salon de la maison. Miko va d'abord se laisser impressionner par ce jeune homme charmant mais caractériel, avant de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. On va suivre le personnage de Miko, qui est donc l'héroïne, une lycéenne de 17 ans, qui se voit en quelque sorte contrainte d'aller vivre dans une colocation parce que ses parents vont quitter Tokyo où elle est à l'école pour aller en banlieue s'occuper de la grand-mère de Miko qui est malade. Et donc elle va aller en colocation dans une maison que possède son oncle et elle va y être avec tous des colocataires qui sont soit à l'université, soit globalement dans la vie active. Donc elle va devoir se prendre en charge, faire ses repas, faire sa lessive, son ménage et ainsi de suite. Et mûrir un petit peu et être influencée un peu par ses colocataires qui sont dans cette vie active alors qu'elles se sentent tellement enfants entre guillemets. Donc elle va essayer d'apprendre à se débrouiller par elle-même. Après ça reste un shoujo. Et comme tu l'auras compris si tu regardes les couvertures, Miko va tomber amoureuse de Jun, son colocataire qui est graphiste designer et avec lequel elle a 10 ans de différence car il a 27 ans contre elle 17. Le truc c'est qu'elle est amoureuse d'elle mais lui la voit, en tout cas au début de la série, plus comme une petite sœur de laquelle il doit prendre soin, sauf qu'elle a envie qu'il la voie comme une femme, comme une vraie femme. Et du coup c'est tout mignon parce qu'elle essaie de se rapprocher de lui et lui est plus bienveillant envers elle et c'est trop adorable, j'adore. On va avoir droit à plein de scènes trop mignonnes où tu vois les personnages gênés et qui se rapprochent petit à petit, c'est vraiment très très cute. Alors je sais que la différence d'âge de 10 ans ça paraît hyper grand à cet âge là, parce qu'effectivement elle a 17, il en a 27, donc elle est encore mineure et lui beaucoup plus âgé. J'essaye un peu de faire fi de cette différence d'âge, parce qu'au plus on vieillit, au plus la différence d'âge a plus autant de signification. Je veux dire, elle en aurait 20, il en aurait 30, ça serait déjà beaucoup moins choquant. Elle en aurait 30, il en aurait 40, c'est encore moins choquant. Et ainsi de suite. Et au plus on vieillit, au plus cette différence d'âge est insignifiante. Alors c'est vrai que quand il en avait 20 ans, elle en avait 10. Là clairement, la différence est non négligeable. Mais au plus tu vieillis, au plus cette différence est insignifiante. Et voilà, moi j'arrive à passer outre et je les trouve trop trop mignons. Il faut savoir qu'avec mon copain, on a 9 ans de différence. Donc en soi, je me retrouve assez bien dans l'idée du manga. Et du coup, ça me touche particulièrement et je les trouve vraiment cute. Et je m'attache énormément à ces deux personnages principaux. Et j'ai trop trop hâte de lire.
tomes. C'est une série à mon copain qui possède les 8 premiers tomes et donc je vais continuer ça jusqu'à fin du mois vu qu'il reste 2 jours. Donc à mon avis je serai bien au tome 5 d'ici la fin du mois. Donc il s'agit de The Unwanted Undying Aventureur. On part sur des dessins de ce type. Alors au niveau dessin, c'est beaucoup plus sombre que ce que j'ai pu te présenter jusque maintenant. C'est pas pour rien que c'est pas une série à moi à l'origine, mais franchement j'aime beaucoup, c'est très très chouette. Donc c'est un peu dans l'idée de base de l'autre série avec les aventuriers, une guilde et des donjons à explorer, mais avec une belle particularité. Cela fait maintenant 10 ans que Lenz veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang de bronze. Un jour, il se rend dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y retrouver des ressources à revendre. Mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque, qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé comme débutant. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt. Pourtant il se réveille sur la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour devenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. On suit Lenz, qui est un aventurier qui, malgré son envie d'évoluer et de devenir un aventurier de haut rang, donc son but est de devenir un aventurier de rang mithril. Il stagne au rang de bronze. Et en fait, il va très régulièrement toujours dans le même donjon pour débutants dans lequel il récupère des ressources pour gagner de l'argent et ainsi de suite et vivre sa vie comme ça. Et un jour il va y aller et il va découvrir un nouveau passage, ce qui n'est pas normal vu qu'il a fait ce donjon des dizaines et des dizaines de fois. Donc il va décider d'explorer la zone parce que c'est un aventurier très bienveillant et prévenant. Il protège beaucoup les jeunes aventuriers, il les éduque, il leur enseigne plein de choses. Il participe énormément à la vie de la guilde en s'occupant des petits nouveaux et ainsi de suite. Et du coup il va aller visiter cette zone pour s'assurer qu'il ne puisse rien arriver à de jeunes aventuriers. Sauf que dans cette zone qui est censée être dans un donjon de bas niveau, il va tomber sur un dragon, donc vraiment un monstre de niveau hyper élevé, qui va le tuer. Sauf qu'il va se réveiller en tant que squelette. Donc il est passé de humain au statut de monstre, sauf qu'il a sa conscience humaine et il veut s'en sortir. Et il a entendu parler de l'évolution substantielle, donc à chaque fois qu'un monstre est tué, que ce soit humain ou monstre, il gagne du mana provenant du monstre tué. Sauf que les humains, c'est en très 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 faible quantité. Et alors que chez les monstres, ils gagnent une très grande quantité de mana, ce qui leur permet d'évoluer. Et au plus ils en gagnent, à un moment, c'est un peu comme les Pokémon quand ils vont évoluer à chaque fois. Et donc il va passer de mort-vivant à ghoul, de ghoul à autre chose et ainsi de suite pour essayer petit à petit de redevenir un humain. Sauf qu'à chaque fois qu'il monte de niveau, il gagne énormément en puissance. Et en fait il se rend compte que son rêve de devenir un aventurier de rang mithril, grâce à tout ça, il va peut-être pouvoir le réaliser parce que là il commence à devenir très fort et à gagner énormément de niveau. Et en fait cette malchance de départ est peut-être la porte ouverte pour lui pour accéder à son rêve et donc au final une bonne chose, on va dire dans les grandes lignes. Donc c'est assez chouette parce que ça change totalement. Donc on part sur un univers classique avec des donjons, une guilde et tout ça, mais sur un personnage rien à voir avec les personnages habituels vu qu'il s'agit